Économie le max sur i24 News, merci d'être au rendez-vous. Au sommaire aujourd'hui, l'avenir d'Internet. C'est en Turquie qu'a lieu cette semaine le forum de l'ONU sur la gouvernance du web. La Turquie accusée d'être l'un des pays les plus répressifs en termes de liberté sur Internet. Alors y a-t-il des conséquences sur son économie? On voit cela dans un instant. Et puis un naufrage, celui de Malaysia Airlines, 2 catastrophes en 4 mois qui resteront dans les mémoires. Financièrement, c'est la faillite qui guette. Et dire qu'elle était encore classée il y a peu comme l'une des 10 meilleures compagnies aériennes du monde, symbole d'une économie en plein envol. On fait le point tout à l'heure. Et avant tout cela, nous ferons le point aussi sur la réunion très attendue de la BCE à Francfort. Comment l'Europe réagit-elle face à la menace d'une déflation? Nous serons en ligne avec Eric Lewin. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. On commence par un bref tour du monde de l'actu économique avec d'abord ce nouvel épisode dans les tensions entre l'Occident et la Russie. Hier, la France a décidé de suspendre jusqu'en novembre la livraison du premier des 2 navires militaires Mistral, des porte-hélicoptères qu'elle s'était engagée à vendre, à fournir à Moscou. Un contrat à 1,5 milliard de dollars, mais des pressions de l'Allemagne, de Washington aussi. Et au final, un revirement qui n'est pas du goût de tous, à commencer par les syndicats. À Saint-Nazaire, sur le site de construction des navires, ce sont 1500 emplois qui sont menacés. Pour Paris, les conditions n'étaient pas réunies pour une livraison en octobre, en raison bien sûr des combats, des violences en Ukraine. Cette décision est survenue à la veille d'un sommet crucial de l'OTAN ce jeudi au Pays de Galles. Et on le comprend, la situation est déjà plus qu'embarrassante pour les Russes comme pour les Européens, engagés dans une escalade de sanctions. D'après une étude remise à la Commission européenne, l'embargo russe sur les produits alimentaires de l'Union pourrait coûter 6,5 milliards de dollars chaque année à l'économie européenne. Aux Pays-Bas, c'est la filière de la poire notamment qui est menacée. Ces dernières années, cette sorte de poire, la Luca, s'est de plus en plus exportée en Russie. Maintenant, ce n'est plus le cas évidemment, mais nous espérons qu'elle puisse aller dans d'autres pays, en Scandinavie par exemple, mais il faudra probablement chercher de nouveaux marchés, parce qu'elles ne peuvent pas toutes aller en Scandinavie. Aux États-Unis, c'est une doctrine vieille d'une quarantaine d'années, l'interdiction d'exporter du pétrole brut extrait en territoire américain. Mais depuis l'explosion de la production d'huile de schiste dans le pays, les voix se multiplient en faveur d'une ouverture totale du marché à l'export. Washington s'apprête à devenir le premier producteur mondial de pétrole avec une offre colossale, 11 millions de barils de brut produits chaque jour. Pour le gouverneur républicain du New Jersey, la demande interne ne suffit plus pour soutenir la croissance du secteur. La deuxième étape pour réaliser notre potentiel énergétique sera d'ouvrir le marché du pétrole brut américain et de prendre des mesures pour développer et promouvoir nos capacités d'exportation. L'interdiction des années 70 sur les exportations crée une anomalie des prix qui maintient le brut à un prix réduit et qui finit par nuire à la production en amont et à limiter le boom énergétique. Et puis toujours de l'énergie, mais cette fois au Japon. Au lendemain du remaniement gouvernemental de Shinzo Abe, la nouvelle ministre de l'économie et de l'industrie, Yuko Obuchi, a reçu pour mission de relancer le nucléaire. On le sait, depuis l'accident de Fukushima et la fermeture des 50 réacteurs du pays, la facture énergétique plombe la balance commerciale japonaise. La ministre devra convaincre les riverains des centrales que l'énergie atomique est essentielle pour l'économie nippone. La relance économique reste d'ailleurs au cœur des objectifs du gouvernement. L'économie est la priorité absolue du nouveau cabinet. Nous ferons tout notre possible pour mettre fin à la déflation et nous mettrons en œuvre une stratégie de croissance. Nous sommes seulement à mi-chemin des réformes et nous devons faire face à de nouveaux défis. J'ai remanié mon gouvernement pour que nous puissions relever ce défi avec audace et détermination. La réunion mensuelle de politique monétaire de la Banque centrale européenne, Mario Draghi, le patron de la BCE, avait laissé entendre il y a 10 jours qu'il pourrait lancer un programme de rachat d'actifs pour éviter une déflation. Alors qu'en est-il? D'abord ce 6e abaissement en 2 ans pour les taux directeurs, 0,05%. C'est un nouveau plancher historique. Et en ligne avec nous depuis Paris, Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Agora. Eric, bonjour. Votre réaction d'abord, ce nouvel abaissement des taux, ce n'est pas forcément ce à quoi on pouvait s'attendre. En tout cas, l'euro a immédiatement chuté face au dollar. Oui, écoutez, en fait, on peut dire que la BCE a sorti l'artillerie
lourdes. D'abord une baisse des taux, vous le disiez, 0,15% à 0,05%, et puis surtout des achats d'actifs adossés à des titres de créance. Alors pourquoi, David, une telle réaction? Tout simplement parce que la Banque centrale n'avait pas le choix. Il y a 3 problèmes en Europe. Il y a une stagnation du PIB dans la zone euro avec des perspectives moroses. On se rappelle notamment que le PIB allemand a chuté au deuxième trimestre. On a des statistiques de crédit qui sont encore très mal orientées. Alors l'offre de crédit va mieux, mais la demande reste extrêmement faible. Et puis on a une inflation qui ne cesse de baisser, 0,3% dans la zone euro. De plus en plus, certains experts évoquent même une possible déflation. Il faut donc que la BCE rassure et agisse très vite et très fort. C'est ce qu'elle vient de faire cet après-midi. Alors Eric, en 2 mots, tout est là en Europe pour un assouplissement monétaire, la planche à billets. Pas d'inflation, pas de croissance ou très peu. On y croit toujours du côté des marchés qui restent malgré tout en forme. Écoutez, oui, c'est un petit peu le paradoxe, mais pourquoi? En fait, les rendements monétaires rapportent 0. Les rendements obligataires sont très faibles. J'ai regardé le 10 ans allemand, il est à 0,9%. Le 10 ans français, de son côté, il est à 1,25%. Donc les investisseurs, que se disent-ils? Quelle est la classe d'actifs la plus intéressante? Et pour l'instant, ce sont les actions qui offrent actuellement un rendement de 3%. Et en plus, la baisse de l'euro initiée par toutes les mesures décidées par Mario Draghi, parce que n'oublions pas que l'euro actuellement est à son plus bas niveau depuis un an, autour des 1,30, eh bien, cette baisse de l'euro va permettre aux exportateurs européens de mieux se porter. Et donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que la conséquence de toute cette politique monétaire ultra expansionniste, eh bien, c'est de permettre aux actions de continuer leur rallye. Jusqu'à quand? C'est l'éternelle question. Merci Eric pour ces éclairages. La Turquie accueille depuis mardi à Istanbul le 9e Forum des Nations Unies sur la gouvernance d'Internet. De nombreuses problématiques à l'ordre du jour, l'accès à Internet, le contrôle, mais aussi la sécurité des contenus et des réseaux. Ces derniers mois, Ankara s'est distinguée en bloquant des sites comme YouTube ou Twitter, une forme de répression qui pourrait avoir des conséquences économiques. Avant d'en parler avec Jérémy Rabey, on regarde ce sujet d'Anthony Lesme. Istanbul accueille jusqu'à vendredi le 9e Forum des Nations Unies sur la gouvernance d'Internet. En position d'accusé, quelques mois après le blocage des réseaux Twitter et YouTube, la Turquie est l'un des pays les plus répressifs en matière de liberté sur le web. Hasard du calendrier judiciaire, ce forum s'ouvre alors que 29 Turcs sont poursuivis par un tribunal d'Izmir. Ils sont accusés d'avoir relayé via Twitter des appels à manifester lors de la grande fronde anti-Erdogan de juin 2013. Ils risquent une peine de 3 ans de prison. La Turquie est l'un des pays qui, depuis les 2 dernières années, a vraiment tenté d'augmenter la pression des autorités sur le contenu qui peut être vu depuis la Turquie. Mais elle n'est certainement pas le seul pays dans ce cas. Regardez la Chine, l'Iran, qui ont des lois encore plus restrictives que la Turquie. L'objectif du forum est justement de préserver, voire de réintroduire la neutralité du net, en termes de contenu, mais aussi d'accessibilité. Malheureusement, la censure du net est une pratique dans un certain nombre de pays dans le monde. Cependant, il est important de garantir la primauté du droit en matière de liberté d'expression et d'accès à l'information. Priorité pour l'ONU, l'accès aux pays en développement. 4 milliards de personnes ne sont pas encore reliées à la toile. Une véritable fracture numérique. Les pays en développement et les pays développés peuvent déployer des technologies pour aider à surmonter les obstacles au développement les plus importants tels que l'exclusion sociale et l'inégalité croissante. Autre sujet abordé par le forum, la cybersécurité. Un domaine coûteux et menaçant selon le ministre turc des Transports. Depuis quelques années, les cyberattaques se sont beaucoup développées. Les États ont donc renforcé la lutte contre ces attaques. En une année, 556 millions de personnes, soit 1,5 million de personnes par jour, ou 18 personnes par seconde, sont victimes de cyberattaques. Au niveau mondial, la cybercriminalité coûte entre 300 et 1000 milliards de dollars. Si Internet a un coût, ne pas en avoir paraît encore plus dommageable. Aujourd'hui, les 2 tiers des internautes habitent dans les pays développés, alors que seulement 20% de la population africaine est reliée à la toile. Voilà, beaucoup d'inégalités, on l'aura compris. Alors on va revenir sur le cas de la Turquie. Peut-on comprendre l'attitude d'Ankara de vouloir verrouiller notamment certains réseaux sociaux? Alors en ligne avec nous, notre expert des nouvelles technologies, Jérémy Rabey. D'abord, l'impact économique de ces mesures décidées à Ankara. Qui a le plus, d'après vous, le plus à perdre? La Turquie qui pourrait se priver, ses citoyens, ses entreprises aussi de certains réseaux de communication, ou bien justement ces grands groupes comme Google ou Twitter qui perdraient ce marché prometteur qu'est la Turquie? Alors je pense que tout le monde a à perdre.
bien sûr la Turquie et ses entreprises de haute technologie turques, mais aussi Google qui effectivement se voit refuser l'accès à un pays. Le fait est que dans l'économie numérique telle qu'elle est, chaque fois que l'on réduit ou que l'on arrête le flux d'informations, la perte économique est directe et donc effectivement la perte après impacte non seulement le pays et les acteurs locaux, mais aussi les acteurs globaux. Mais en soi, c'est un lose-lose. Tout le monde y perd. Est-ce que tout cela, ce ne serait pas aussi un signal un petit peu nationaliste en faveur de la création de grands réseaux nationaux, un peu comme la Chine, d'ailleurs, avec WeChat qui concurrence Twitter, par exemple? Alors, je ne sais pas ce qu'il en est en Turquie, parce que pour pouvoir bénéficier effectivement de cette exclusion d'acteurs internationaux pour créer ses propres champions nationaux, il faut quand même avoir d'abord un marché qui soit énorme, et c'est le cas de la Chine, effectivement, qui fait WeChat, mais aussi Weibo, qui est le concurrent de Twitter, et ainsi de suite. Mais aussi, il faut avoir la capacité technologique de créer ces champions nationaux, ce qui est le cas en Chine. Je ne sais pas dans quelle mesure la Turquie a suffisamment de capacité technologique pour bénéficier de la rupture de l'exclusion de services tels que YouTube ou autres. Merci beaucoup. Merci Jérémy Brabé pour ces éclairages. Allez, second dossier. Pourra-t-elle un jour se débarrasser de son image de compagnie maudite? En l'espace de seulement 4 mois, Malaysia Airlines a subi 2 drames, 2 catastrophes inouïes. D'abord un appareil disparu dans l'océan Indien, il est toujours introuvable. Et puis un autre Boeing abattu cette fois par un missile au-dessus de l'Ukraine. La société est aujourd'hui au bord du gouffre. 105 milliards de dollars de pertes nettes au deuxième trimestre. Le bilan avec Johanna Citruc. Le vol MH370, disparu dans l'océan Indien, puis le crash du MH17, abattu par un missile au-dessus de l'Ukraine. 2 catastrophes aériennes à quelques mois d'écart pour la Malaysia Airlines. Résultat, les voyageurs ont peur de voler avec cette compagnie. Le nombre de réservations dégringole. Au deuxième trimestre, la société accuse une perte nette de plus de 300 millions de ringgit, près de 95 millions de dollars. Pour limiter les dégâts sur l'ensemble de l'année, Malaysia Airlines décide de supprimer 6 000 emplois. Nous estimons que nos employés seront environ 14 000 après le licenciement de 6 000 personnes. Autrement dit, il s'agit d'une réduction de 30% de nos effectifs sur 20 000 travailleurs initialement. Mais cette réduction des effectifs n'est qu'une étape d'un plus vaste plan de restructuration, estimé à 6 milliards de ringgit, un peu moins de 2 milliards de dollars. Vendredi, le cours des actions de Malaysia Airlines a été suspendu. Un nouveau PDG sera nommé avant la fin de l'année et le fonds d'investissement public Khazanah Nasional, qui possède 69% du capital de la compagnie, rachètera les 30% restants. Objectif, regagner la confiance des consommateurs. Il y a une multitude de problèmes liés à la flotte qui est assez vieille et à l'offre de nos produits qui est dépassée. Ils essayent de corriger ça, mais ça risque de prendre au moins 1 an supplémentaire. Par ailleurs, les employés sont excédés parce qu'ils sont moins nombreux, que la communication et l'organisation sont moins efficaces que dans les autres compagnies. Des employés excédés et apeurés. Le 22 août dernier, pas moins de 186 personnels de cabine ont quitté la Malaysia Airlines. Tous ont évoqué des raisons de sécurité. Assez peu rassurant, en effet. Et on passe au Media Watch. Et décidément, la Malaysia Airlines semble être partie pour s'enfoncer un peu plus. Bonjour Johanna Citruc. Bonjour David. Alors il s'agit d'un jeu concours de très mauvais goût. Oui, effectivement, la Malaysia Airlines a mis les pieds dans le plat. Alors comment? En organisant un jeu concours destiné à l'Australie et à la Nouvelle-Zélande, un jeu dans lequel les participants pouvaient dresser une liste des destinations dans lesquelles ils rêvaient de se rendre. Les réponses les plus originales devaient être récompensées par des iPads ou des vols gratuits pour aller
en Malaisie. Le problème, c'est que le jeu était nommé My Ultimate Bucket List et que bucket list en français, ça signifie les dernières volontés. Donc même si l'idée était plutôt de choisir des villes ou des pays où on veut se rendre au moins une fois dans sa vie, et bien après la disparition du vol MH370 et le crash du vol MH17, et bien le nom de ce jeu apparaît comme une mauvaise plaisanterie, comme une blague de mauvais goût. La compagnie a donc décidé de rebaptiser son concours et il s'appelle maintenant Gagne un iPad et un vol pour la Malaisie avec Malaysia Airlines. C'est pas très original mais moins controversé. Et puis une grande nouvelle, Johanna, Michael Bloomberg, l'ancien maire de New York, qui revient dans sa célèbre maison. Effectivement, après 12 ans de bons et loyaux services à la mairie de New York, Michael Bloomberg, âgé de 72 ans, va reprendre les rênes de Bloomberg, une agence de données et d'informations économiques et financières qu'il a lui-même fondée en 1981. Une décision plutôt surprenante, plutôt inattendue. Alors pourquoi un tel revirement de situation et pourquoi maintenant? Parce que en fait le PDG actuel qui s'appelle Daniel Doctoroff a tout simplement décidé de quitter son poste. Il jugeait préférable que ce soit le créateur de l'entreprise qui reprenne la direction maintenant qu'il est plus disponible. Et c'est tout naturel. Merci Johanna et à très bientôt. À bientôt. Voilà, fin de cette édition d'Économie le Mag. Merci de votre fidélité et la suite de vos programmes, la suite de l'info, c'est tout de suite sur i24 News. Restez avec nous.